présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Gilles, bonjour Alain Juppé, bienvenue sur Bonjour. l'antenne de Radio Classique, je le répète, mais donc c'est sincère, il y a énormément de questions. Pardonnez-moi d'entrer cette question personnelle, mais ce matin en arrivant, j'ai écouté chez nos confrères de RTL que vous seriez presque certainement le Premier ministre de Nicolas Sarkozy s'il était réélu. Est-ce que vous en avez eu la confidence de sa part, puisque vous l'avez vu? Pas de commentaires. Une haie après l'autre. Il faut d'abord gagner les élections présidentielles, ensuite on verra bien. Est-ce que c'est vrai que vous avez dit, et après on en terminera sur cet aspect personnel, mais est-ce que c'est vrai que vous avez dit à des journalistes à Bordeaux, vous vous sentiez bien actuellement, peut-être dans la campagne, et que vous aviez rêvé d'être président, mais que maintenant c'était une affaire passée, vous n'alliez pas vous faire harakiri sur ce sujet, même si cette ambition a existé? Ça c'est vrai, oui, quand on se bat parce qu'on croit à quelque chose, parce qu'on veut servir son pays, on a des ambitions hautes. Mon histoire a fait que ça n'a pas été possible, voilà. Mais je suis parfaitement bien dans ma peau aujourd'hui, à la fois comme maire de Bordeaux et puis aussi dans ce poste extraordinaire qui est celui du Quai d'Orsay. Vous vous sentez bien dans le dispositif de soutien à Nicolas Sarkozy, dans l'équipe de campagne? Est-ce qu'il vous écoute? Et quels seraient les conseils que vous auriez envie de lui donner dans la dernière ligne droite? D'abord, il nous écoute. Nicolas Sarkozy réunit son équipe très régulièrement. Il nous parle de ses projets, nous lui exprimons nos propres perceptions, et il bâtit avec nous sa campagne. Donc je pense que c'est très efficace. Et en particulier avec vous? Avec d'autres et avec moi. Et je prends ma part de la campagne, en venant chez vous par exemple ce matin, en faisant aussi beaucoup de meetings en province. Il y a beaucoup de monde, il y a une forte mobilisation depuis maintenant plus d'un mois. Je crois que c'est le signe d'un élan que Nicolas Sarkozy a su donner à sa campagne. Alors on va prendre les dossiers avec Gilles les uns après les autres. Il y a probablement une inquiétude, en tout cas vous concernant, ces fameuses images d'Al Jazeera, donc qui sont les images de Mohamed Merah, qui sont arrivées donc dans les locaux à Paris de cette chaîne de télévision. Est-ce que vous avez, comment peut-on dire, entamé une demande pour leur suggérer de ne pas les passer ou pas? Écoutez, à chacun son rôle. Il y a une procédure judiciaire et elle suit son cours. Le terrorisme est une menace qui est revenu au devant de la scène, mais je peux vous dire qu'au poste que j'occupe, je ne l'ai jamais perdu de vue. Il se manifeste partout, en Europe, au Sahel en ce moment. Nous avons des intérêts, je n'oublie pas les 6 otages que nous avons au Sahel et un autre en Somalie. Donc le terrorisme est un défi pour toutes les démocraties, et je crois que le président de la République a parfaitement bien réagi à la suite des événements de Toulouse, en essayant de faire des propositions pour améliorer notre arsenal juridique contre le terrorisme, précisément. Mais est-ce que vous souhaitez qu'il n'ait pas ces images, à titre personnel? Bien sûr, je pense que cette incitation sur des cerveaux souvent dérangés ou fragiles à la violence, au meurtre, est tout à fait détestable. Et est-ce que vous considérez que les explications qui ont été données par la DCRI, qui a posteriori a reconnu qu'ils avaient été peut-être un petit peu, pardonnez-moi l'expression, baladés par Mohamed Merah, sont des explications qui vous satisfont, puisque vous avez été le premier justement à émettre des interrogations sur son suivi? Non, je n'ai pas été le premier. Je me suis exprimé sur nos radios à la suite d'un politologue qui s'appelle François Hesbourg, qui soulevait la question de la faille. Et j'ai répondu, je ne sais pas s'il y a une faille, mais s'il y en avait une, il faut faire toute la transparence. De quoi s'agit-il? Et d'ailleurs, je crois que la réponse du président de la République est parfaitement adaptée. C'est vrai que dans notre législation, il peut y avoir eu des failles. Je prends un exemple. Aller dans un camp d'entraînement en Afghanistan, cela tombait sous le coup de la loi. En revanche, aller dans une école coranique où on prêche le djihad contre l'Occident, c'est-à-dire le terrorisme et la tuerie et la haine, ça ne tombait pas sous le coup de la loi. Là, il y a une faille et on va la combler. Et quand le père de Mohamed Merah souhaite porter plainte contre la France en disant que on aurait pu finalement peut-être l'attraper vivant et non pas avec le résultat que l'on connaît, vous en pensez quoi? Vous réagissez comment? Bon, écoutez, je ne vais pas me mettre à la place de qui que ce soit, mais si j'étais le père d'un tel monstre, je me tairais dans la honte. Est-ce que ça veut dire que vous vous interdisez, par exemple, de réfléchir à la question de savoir à qui profite politiquement cette affaire? Non, moi je veux pas m'entrer dans ce débat. Il y a des observateurs en politique, c'est leur rôle de faire le lien entre les sondages et les événements. Moi, c'est pas mon rôle à moi. Mon rôle à moi, c'est d'essayer de faire passer les messages de Nicolas Sarkozy. Et tout à l'heure, j'écoutais Guillaume Tabar qui disait que les sarkozystes redoutaient les débats économiques. Eh bien, je veux le rassurer et le démentir, pas du tout. Et je pense qu'il faut effectivement, comme nous l'avons fait depuis le début de la campagne, être très présent sur ce terrain-là, parce que les propositions du candidat socialiste sont calamiteuses pour notre pays. D'abord, tout son discours sur le retour à l'équilibre budgétaire, accompagné de dépenses supplémentaires et de zéro économie, nous conduit à un matraquage fiscal et social qu'on a déjà démonté dans son propos. Ensuite, il y a une notion qui est totalement absente de son propre message, qui est la notion de compétitivité, alors que Nicolas Sarkozy fait des propositions très précises dans ce domaine. Et enfin, certains de ses propres amis ont qualifié de bourde historique
sa proposition sur les traités européens. Donc vous voyez que le candidat socialiste est particulièrement faible. Mais quand il ironise sur le chômage. Moi je n'ironiserai pas sur le chômage. Alors qu'il y a encore une... Sur l'attitude... sur la manière dont le président a commenté les chiffres du chômage. Sur le chômage, soyons francs, qu'est-ce qui s'est passé entre 2007 et 2012 ? Quand on écoute le candidat socialiste, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Il y a eu chaque année des crises successives qui, au total, ont complètement bouleversé l'économie mondiale. Et le chômage a augmenté partout. Partout, dans des proportions plus ou moins fortes. En Europe, la France a fait plutôt mieux que les autres, sauf l'Allemagne. Aux États-Unis, il y a eu aussi un grave problème de chômage. Donc c'est à la lumière de cette crise qu'il faut analyser la situation. Et nous agissons contre ce fléau, bien entendu, qui est la préoccupation numéro 1 des Français. C'est vrai que le chômage continue à augmenter à un rythme un peu moins fort que par le passé. Je pense que les propositions économiques que nous faisons vont nous permettre de redémarrer dans la bonne direction. Vous reconnaissez quand même une hausse du chômage, plutôt que de dire ralentissement de la hausse, comme on l'a entendu. Les deux, il y a une hausse, mais une hausse moins forte que précédemment, c'est un fait. Pas matière à discussion. Mais peut-être que dans le raisonnement des Français, finalement, l'intégration de la politique étrangère en général et de la comparaison avec les pays qui sont nos voisins est une comparaison qui ne tient pas. Eux, ce qu'ils vivent douloureusement, c'est leur situation. Bien entendu, mais les Français aussi regardent le monde un peu plus que vous ne le pensez. C'est vrai que la politique étrangère ne joue pas un très grand rôle dans la campagne. En revanche, ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe en Angleterre ou ce qui se passe en Italie, les Français le voient. Et puis ils voient aussi les propositions que nous faisons. Quels sont les deux thèmes forts pour lutter contre le chômage dans la proposition de Nicolas Sarkozy? D'une part, il ne suffit pas de produire français. Il faut vendre français. Il faut donc que les prix auxquels nous produisons soient compétitifs. Et c'est pour cela qu'il propose d'alléger le coût du travail. Je ne rentre pas dans le détail, on n'a pas le temps, mais sa proposition est connue. Et deuxièmement, nous avons en France un problème de formation. Parce qu'au moment même où il y a une augmentation du chômage, nous savons qu'il y a des dizaines de milliers d'emplois qui ne trouvent pas preneur. Et donc le président là-dessus fait une proposition très forte en disant tous les chômeurs désormais auront non seulement le droit, mais l'obligation de se former avec une proposition à la clé. Je pense que ceci est de nature à améliorer la situation. Vous avez mentionné l'Espagne il y a un instant. Vous êtes inquiet par, à nouveau, la situation économique en Espagne? Je parle des problèmes de dette. Oui, l'Espagne a du mal à tenir ses objectifs et il faut donc qu'avec nos partenaires européens, nous soyons vigilants et que nous essayions de l'aider à se sortir de cette très mauvaise passe, puisque la situation de l'économie espagnole est bien pire que la nôtre. Sur quel fondement, chômage en particulier. Sur quel argument, je dirais ce matin, considérez-vous que François Hollande ne pourra jamais renégocier ce qui a été signé avec Angela Merkel? Parce que lui dit le contraire. Parce que les autres ne le voudront pas. Et parce que ces traités seront pratiquement ratifiés. Je parlais il y a quelques jours avec mon collègue portugais qui me disait le 12 avril, nous allons ratifier les 2 traités. Et la France ne retire pas sa signature, ça ne s'est jamais fait. Alors, sauf qu'il n'est pas ratifié encore par le Parlement français. Certes, mais François Hollande ne le fera pas. Qu'est-ce qu'il dit, François Hollande? Il dit il faut en rajouter sur la croissance et la compétitivité et l'activité. Bien sûr. Bien sûr, ça fait partie du traité, contrairement à ce qu'il dit. Je ne vais pas encore entrer dans le détail. Ce traité, il a 3 volets. Il a un volet discipline budgétaire, il a un volet gouvernance, qui est un grand succès français, et il a un volet croissance et emploi. Alors, ce volet, on peut le renforcer en lançant un nouveau programme sans avoir à renégocier le traité. Et je prends les paris, ça se terminerait, si par hasard il est élu président de la République, par la négociation d'un programme complémentaire de soutien à l'économie et pas du tout par une renégociation des traités. Si je vous entends, donc ça veut dire que tout ce qui a été dit, écrit ou calculé par les sondeurs en matière de deuxième tour ne tient pas debout. Je ne pense pas. Je pense que les sondages de... Parce que depuis 15 mois, tous les sondages de deuxième tour donnent la gauche victorieuse. Oui, mais c'était à 60% il y a quelques mois. Souvenez-vous. Hein. On pensait aussi il y a quelques mois que Nicolas Sarkozy ne serait pas présent au deuxième tour, au premier tour, pardon. Au deuxième tour, oui, après le premier tour. On voit qu'aujourd'hui, les courbes se sont croisées. Et je ne pense pas que quelqu'un qui n'a pas voté pour Nicolas Sarkozy ou pour François Hollande au premier tour soit très crédible dans sa réponse sur ce qu'il fera au deuxième tour. Les sondeurs le savent bien. Donc attendons de passer le cap du premier tour. J'espère que Nicolas Sarkozy passera en tête. Il y a de bonnes raisons de le penser. Et ensuite, il y aura une deuxième campagne de deuxième tour. Et je reste tout à fait confiant sur sa capacité à convaincre les Français que lui, il a la stature d'un président. Mais justement, Alain Juppé, il n'y a pas de malédiction de la zone euro, parce que tous les dirigeants de la zone euro, vous les connaissez, vous les avez pratiqués, ils sont tous sortis les uns après les autres dans ce contexte de crise. Pas tous, il y a quelques exceptions. Enfin, Gordon Brown, Berlusconi... Gordon Brown n'était pas dans la zone euro. Oui. Donc, mais Zapatero, Mme Merkel perd toutes les élections intermédiaires. Quelques-uns, mais pas tous. Et je pense qu'il n'y a aucune malédiction, parce qu'aujourd'hui, la zone euro est en train de sortir de la crise. Il faut bien voir que les marchés se stabilisent, que les pays en crise
L'Espagne a des difficultés, on l'a vu tout à l'heure, mais font des programmes extrêmement sérieux, l'Italie en particulier, et regardez ce qui se passe sur les marchés, les choses se calment. Si nous remettions de la pagaille en Europe, si nous renégocions les traités, alors là, les turbulences reviendraient et il y aurait de grands risques pour l'économie. J'écoutais tout à l'heure votre invité, M. Toiti, qui parlait de l'explosion de la zone euro en s'empressant de dire que ce serait une catastrophe absolue pour la France s'il fallait sortir de la zone euro. Et donc, essayons de conforter cette zone comme nous l'avons fait. Ça a été long, parce qu'on est 27, 25, si l'on tient compte de ceux qui n'ont pas signé les traités, mais on y est arrivé et c'est vraiment un acquis qu'il ne faut pas aujourd'hui remettre en cause. Est-ce que vous regrettez que toutes ces questions, et en particulier la politique étrangère, soient pas plus dans la campagne électorale? Écoutez, j'étais à Bergerac pour un meeting, comme j'en fais plusieurs fois par semaine. J'ai fait un discours d'1 heure. J'ai parlé pendant 55 minutes du projet de Nicolas Sarkozy, notamment de sa vision de l'Europe, parce que je pense que le discours de Villepinte a été fondateur de ce point de vue. L'Europe qui protège, c'est-à-dire une Europe qui a des frontières, une Europe qui défend ses intérêts économiques dans la compétition mondiale et qui notamment introduit ce principe de réciprocité qui est absolument fondamental. Nous ouvrons nos marchés publics à nos concurrents étrangers. Il faut que nos concurrents étrangers ouvrent leurs marchés publics à nos entreprises. Et le président est arrivé à convaincre la Commission sur ce point. Il vient de faire une proposition. Donc, j'ai parlé de ça, pardon de me citer, enfin, c'est ce que je connais le moins mal, pendant 55 minutes. Voilà, il y a eu très peu de reprises. Mais les gens qui étaient là m'ont entendu. François Hollande, président de la République demain, est-ce que de votre point de vue, c'est un risque pour cette construction européenne ou pas du tout? Je pense que oui, et c'est pour ça que je me bats avec beaucoup d'énergie aux côtés de Nicolas Sarkozy, parce que je pense qu'il a une vraie crédibilité européenne, il l'a prouvé dans les années passées, sa présidence de l'Union européenne en 2008 est saluée par tout le monde comme un très grand succès, alors que le manque d'expérience et surtout de constance de François Hollande est dénoncé par ses propres amis. Donc je pense que ce serait une faiblesse pour la France, incontestablement. Est-ce qu'il existe une maladresse des mots? Hollande serait nul. Ce sont des confidences de Philippe Ridet, donc, qui a suivi le président de la République. Musulman d'apparence, autres propos attribués au président de la République. Est-ce que tout ça participe de la suite justement d'un style qui serait rejeté ou est-ce que ce sont des anecdotes qui n'ont aucun sens? Reportez-vous aux campagnes électorales précédentes, et depuis bien longtemps. Vous verrez qu'il y a toujours des noms d'oiseaux, des excès de langage. On est en permanence, quand on est un homme politique, sous la pression, les caméras, même quand je viens vous voir, il y a une caméra. Donc parfois, il y a un mot qui échappe et qui n'est pas adapté, mais c'est pas ça l'essentiel. Le fait qu'il n'ait pas fait de voyage important à l'étranger, François Hollande, est-ce que vous considérez, et là c'est dans le droit fil de ce que disait Gilles tout à l'heure, que c'était un handicap pour lui? Je pense que c'est un handicap, il ne connaît pas le monde. Voilà, quelqu'un qui va être président de la République et qui n'a jamais mis les pieds en Chine. Alors, je n'attaque pas la personne en disant cela. Je constate simplement ce que c'est que sa connaissance du monde. Et on nous dit parfois que nous sommes violents avec les socialistes. Alors quand j'entends dire ça, les bras m'en tombent, parce que la violence des attaques qui ont été portées contre Nicolas Sarkozy depuis des mois a dépassé l'entendement. Et je crois que c'est en train de se retourner d'ailleurs contre les sarcophobes qui en ont trop fait. Est-ce que vous pouvez nous donner justement un point précis de l'amélioration de vos relations avec Nicolas? Qu'est-ce qui fait que ça marche entre vous et Nicolas Sarkozy aujourd'hui, alors qu'il y a des moments, je me souviens de la lecture du livre d'Alain Cabana où ça n'a pas été forcément tout à fait, je n'ai pas employé le mot rose. La vie est longue, vous avez tous connu des moments où vous étiez très copains avec les uns, moins copains avec les autres. Moi j'ai travaillé très longtemps avec Nicolas Sarkozy, il y a eu des périodes où on s'entendait très bien. En 95, il n'a pas fait le même choix que moi, vous vous souvenez, Balladur, Chirac, donc ça nous a éloignés. Mais là, je dois dire que j'ai une relation de travail, indépendamment de mes relations personnelles et amicales, j'ai une relation de travail avec lui qui me paraît très positive. Nous sommes en contact permanent sur les affaires internationales. On n'a jamais eu de différence, sauf sur un point qui concernait l'Arménie et la Turquie. Mais pour le reste, on est en parfaite harmonie. Et donc, je suis très heureux de le servir, de servir la France à ses côtés. En tout état de cause, après le CIG, la carrière d'Alain Juppé ne s'arrêtera pas. Qui le sait? Merci Alain Juppé d'être venu nous voir ce matin donc sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Merci Gilles. On se retrouve évidemment demain. Dans l'instant, le rappel des titres, la revue de presse et puis le club de la presse. Bonne journée à vous. Merci.